Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Héros de l'Olympe, le tome 3, la marque d'Athéna de Rick Riordan, paru chez France Loisirs. Je vous parlerai du quatrième tome des Filles au chocolat, Cœur Coco de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. On continuera avec Remade, le tome 2 Reborn de Alex Caro, paru chez Casterman. Et on terminera avec Depuis l'au-delà de Bernard Werber, paru chez Albin Michel. Allez, je commence avec ce tome 3 que j'ai lu comme d'habitude en lecture commune avec Sandrine. Comment vous parler de cette saga? Je connais des hauts et des bas avec cette saga. Je n'avais pas forcément très aimé le tome 1. J'avais beaucoup plus apprécié le tome 2. Et ce tome 3, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Pour rappel, on va suivre des héros. Nous avons Percy d'un côté, qui va se retrouver dans le camp des Romains. Et Jason, qui va se retrouver dans le camp des Grecs. Et Romains et Grecs, en général, ça fait des étincelles. Ils vont devoir accomplir une quête qui va les réunir. Ils sont 7 demi-dieux à accomplir cette quête. C'est un petit peu la continuité de tout ça. On continue à progresser dans cette quête. J'avoue que par moments je m'ennuie. Je m'ennuie. Je n'arrive pas à accrocher au personnage de Jason. Je n'y arrive pas. Voilà, Jason, Léo, Piper... ceux du premier tome quoi, en gros, je n'arrive pas. Concernant Percy, ça marche toujours mieux. Je trouve que les personnages qui gravitent autour de Percy ont des personnalités plus intéressantes. Les autres, je n'y arrive pas. Bon, en attendant, le reste a été plutôt bien. On se concentre plutôt autour du personnage d'Annabeth avec justement sa mère, Athéna, etc. C'était sympa, mais je vous dis, ça monte, ça descend, ça retombe. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Je ne retrouve pas ce que j'avais aimé dans Percy Jackson, c'est-à-dire cette continuelle action, rebondissement, retournement de situation. Alors il y a toujours l'humour de Rick Riordan, mais même cet humour-là, parfois ça me fait lever les yeux au ciel. À un moment, on a un passage sur Narcisse et c'était limite, je me disais, ouais, ça va peut-être un peu loin quand même en termes d'humour. Donc je sais pas, est-ce que je me lasse? Mais bon, je sens que ça va exploser comme dans Percy Jackson, mais j'attends de voir parce que c'est un peu poussif quand même. Mais bon, je continue la saga. De toute façon, je suis avec une fan inconditionnelle de Rick Riordan avec moi en lecture commune, donc je ne peux que continuer cette saga. J'ai lu Les Filles au chocolat en lecture commune avec Amélie. Nous avons lu ce quatrième tome qui, encore une fois, parle d'une des sœurs Tanberry. Nous sommes avec Coco qui a 12 ans, c'est la plus jeune. Et elle est un petit peu idéaliste, elle veut sauver un petit peu tout ce qu'il y a à sauver, donc elle milite sans arrêt pour la condition des animaux en particulier. Mais voilà, elle organise des ventes de gâteaux à son collège pour récolter des fonds pour pouvoir donner aux associations. Donc voilà, c'est un petit peu la trame de ce quatrième tome. On est plutôt dans la protection des animaux. Et c'est aussi tout ce qui traite de maltraitance du coup, puisque Coco va se retrouver dans une situation où un des poneys, puisqu'elle appartient à un poney club, va être vendu à un homme, sauf que cet homme est connu pour maltraiter ses animaux. Elle va vouloir sauver cet animal, donc le voler en quelque sorte, et ça va l'embarquer dans une histoire pas possible. Encore une fois, je ne cesse de le répéter, Cathy Cassidy a un don pour nous parler de sujets de société et en faire quelque chose de facile à lire, qui nous donne une morale quand même, qui nous fait réfléchir sur certaines choses. Là on a la maltraitance animale, mais ceux qui maltraitent les animaux peuvent aussi maltraiter les humains, donc on a aussi une part de maltraitance
familial. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que là je pense que j'en ai beaucoup trop dit. Et c'est très bien traité, comme d'habitude. On a Coco, mais on voit un petit peu aussi le reste de la famille. On voit justement Summer avec son problème d'anorexie, Honey qui s'engouffre de plus en plus dans cette révolte, cette rébellion qu'elle fait, et justement le prochain tome est sur Honey. Donc voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais je m'accroche, je m'attache à cette famille vraiment atypique, recomposée, et j'aime beaucoup toujours Les filles au chocolat. Ça a beau être un livre jeunesse, et ben c'est un livre jeunesse hyper intelligent, hyper addictif et très très sympa à lire. On va partir des petits gâteaux et de l'amour et des cœurs pour aller sur du post-apo. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et c'est le second tome d'une histoire, donc je vous l'ai dit post-apo, même si dans le premier tome c'était plutôt de l'apo. Nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Léo qui, avec sa famille, sa sœur et sa mère, vont décider de quitter Londres, de partir à la campagne puisque son père, qui est aux États-Unis, dont ils sont séparés, etc., va les prévenir qu'il y a une épidémie, un virus qui est en train d'arriver, que ce soit partout dans le monde en fait. Et ce virus est très 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 meurtrier puisqu'il arrive comme de la neige. De la neige tombe, il se dépose sur votre peau et ça vous fond, votre peau fond, il ne vous reste que des os en quelques minutes. Donc voilà, c'est très très flippant comme virus. Et donc Léo va partir avec sa mère et sa sœur. Et voilà, dans le premier tome, on voit leur survie. Dans ce second tome, ça se passe 2 ans plus tard. Donc 2 ans plus tard, le virus a évolué. Donc on le voit déjà dans le premier tome, hein, je ne vous apprends rien. Mais du coup, c'est beaucoup plus calme. Le virus n'est plus très présent. On voit vraiment la survie de Léo, on voit vraiment la survie des autres, comment ils se débrouillent, comment ils font pour continuer à vivre et continuer à se développer. Et là, ils vont plutôt rechercher un moyen de survie par rapport à un message radio qui passe et qui leur dit de se présenter à telle date au port, que des navires les attendront pour les sauver. Voilà, donc c'est un petit peu la trame de ce second tome. En parallèle, on a l'histoire aussi du père de Léo, puisque dans le premier tome, eh bien, on n'avait pas vraiment d'histoire, on ne savait pas ce qui lui était arrivé ou quoi. Là, on va voir le père de Léo au moment de l'apocalypse, donc au moment où ce virus arrive. Et ce côté-là était très sympa parce que du coup, le père de Léo a beaucoup de relations et il va être en relation avec le gouvernement. On va voir un petit peu les mesures mises en place par le gouvernement, et ça c'était plutôt intéressant par rapport au côté survie de Léo qui était un petit peu moins intéressant. Du coup, il y a certains passages où on se posait des questions en se disant mais c'est pas possible, c'est pas plausible, comment ils vont nous faire passer ça, est-ce qu'on va avoir des explications. C'était moins addictif que le tome 1 parce qu'on n'est plus au cœur de l'action. À part le père de Léo qui y est encore, on n'est plus vraiment au cœur de l'action et du coup ça rend le récit un petit peu plus lent. Au niveau des décisions prises par rapport à l'évolution du virus, c'est intéressant mais encore une fois c'est pas palpitant. Voilà, je suis un petit peu mitigée sur ce tome 2 parce qu'il y a des bonnes choses. La fin est encore une fois assez explosive, ça donne envie de continuer à lire la suite, mais je dois bien avouer que du coup les passages de Léo c'était moins intéressant, et c'était voilà. Bon, ça se lit vite hein. Voilà, je vous dis c'était lent, ça se lit très vite, mais bon, ce tome 2 est un petit peu comme un tome de transition. Il souffre du même problème que les tomes de transition. On essaye de tendre sur un 3e tome, ok, il y a ce moment de flottement où il faut amener le 3e tome. Il faut faire le parallèle entre le premier tome qui est explosif, le 3e tome qui va sûrement aussi nous donner une conclusion explosive, et il y a ce 2e tome un petit peu moins bien que les autres.
Et je termine avec ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque SNCF. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu du Bernard Werber. Il y a quelques années, j'aurais pu vous dire que c'était un de mes auteurs chouchous parce que je lisais toutes ses publications. Et là, depuis Demain les chats, le 6e sommeil, 6e ou 7e, je sais plus. Du coup, je les ai pas lus et j'avais pas forcément envie de les acheter, donc quand je l'ai vu dans la bibliothèque SNCF, je me suis dit allez, retente un Werber, ça fait longtemps, tu as tellement aimé les autres, les Thanatonautes et tout ça, que il faut te replonger dans Werber. Et j'ai été hyper agréablement surprise. J'ai commencé ce livre le vendredi soir, je l'ai terminé le dimanche à midi. Et il est pas petit, hein, quand même, il fait 450 pages. Et j'ai retrouvé en fait ce que j'aime dans Werber, c'est-à-dire une histoire fantastique, une histoire qui détruit un petit peu tous les codes de la littérature. Là, on va partir avec Gabriel, qui est un écrivain à suspense et qui va enquêter sur un meurtre, mais en fait ce meurtre c'est son meurtre à lui, puisque un matin il va se réveiller, il va vaquer à ses occupations et puis il va se retrouver face à une jeune femme qui va lui dire mais vous êtes mort. Et en effet il est mort dans son appartement, dans son lit, et il va enquêter sur cette mort-là grâce à cette jeune femme qui, elle, est médium. Voilà, c'est toute une histoire un petit peu fantastique, entrecoupée aussi d'éléments réels, enfin tirés de l'encyclopédie du savoir absolu et relatif. Je ne sais plus si c'est dans ce sens. Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Edmond Wells. Si vous lisez du Bernard Werber, vous allez retrouver cette encyclopédie de partout. Et ça, c'est génial parce que c'est des petites touches de culture que vous allez apprendre et qui sont véridiques et qui vous cultivent tout simplement des anecdotes sur des personnages célèbres, par exemple ici, qui ont vécu un certain temps, qui sont morts de telle manière. On a des infos, des informations sur Thomas Edison, bref. C'est une mine d'informations, ce livre. Et l'histoire de Gabriel est addictive. Moi, je ne voyais pas passer le temps et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Qui c'est qui l'a empoisonné? On a plusieurs suspects, etc. En parallèle, on a aussi son passé, donc d'auteur, d'écrivain de science-fiction. Et là, on a aussi une grosse réflexion sur la littérature. Qu'est-ce que la vraie et la fausse littérature? Voilà. Je vous ai partagé sur Instagram des passages de ce livre qui m'ont fait grincer des dents, puisqu'à un moment nous avons un critique littéraire très prout-prout, très littérature de l'élite, vous voyez, qui dit que les romans de science-fiction, d'heroic fantasy, je vais vous le lire, hein. Soyons sérieux. La littérature fantastique, l'heroic fantasy, la science-fiction, les polars, les thrillers, les romans d'horreur, la bande dessinée ou encore les romans érotiques qui inondent les rayons des supermarchés ne sont pas de la vraie littérature puisqu'ils sont le produit de l'imaginaire. Un bon roman parle forcément du réel et du présent. Il est alimenté par l'expérience de l'écrivain qui ne doit parler que de ce qu'il connaît personnellement et non de ce qu'il fantasme. Voilà, nous avons le cliché de base des intellectuels qui pensent que l'imaginaire c'est du caca. Et bien sûr, ce que j'ai aimé, c'est que Bernard Werber, grâce à la parole de Gabriel Wells, va dire enfin ce qu'il faudrait dire, que toute littérature est bonne à prendre, que l'imaginaire justement l'imaginaire peut aussi vous donner une morale sur le présent, sur le réel, sur ce qui se passe dans notre société. Bref, il faut un peu remettre en perspective tout ça, mais heureusement que ce critique est largement démonté dans ce livre. Parce que voilà, c'est ce que j'aime dans Werber, on parle de sujets d'actualité alors que à la base c'est un roman sur l'au-delà, sur où vont les âmes, les réincarnations, la divination, les médiums, la relation entre l'âme, l'esprit et le corps.
Et voilà, et dans tout ça, eh ben, il y a aussi des thématiques sur l'écriture, sur la littérature. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai été peut-être un petit peu déçue par la fin, hein, par la résolution de toute cette enquête. Parce que finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu facile. Mais voilà, de toute façon, il y a toute cette réflexion qui fait en sorte que c'est intéressant, c'est prenant. Et je vous assure que j'ai lu ce livre à une vitesse grand V alors que je ne m'y attendais pas. C'est pas de la jeunesse, voilà. Donc non, c'était un bon moyen de renouer avec Bernard Werber. Et du coup, j'aurais envie de lire ses autres que je n'ai pas lus. Simplement, je pense qu'il faut espacer un petit peu les Bernard Werber parce qu'on retrouve un petit peu toujours la même trame, on retrouve un petit peu toujours l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, etc. On peut peut-être se lasser hein, de cette forme de répétition, etc. Mais de temps en temps, c'est plutôt sympa. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à retrouver mes avis sur le blog, même si à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore réécrit ces 4 avis. Voilà, donc je ne sais pas s'ils seront sur le blog, mais je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai changé de travail, c'est ma première semaine de nouveau travail et j'ai beaucoup de choses à apprendre et du coup j'ai très peu de temps pour faire vivre la chaîne, vivre le blog. Bref, c'est une excuse comme une autre. Je vous prépare un vlog là de cette première semaine de boulot si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire pour me parler de ces livres, de tout ça. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.